Bonjour, bon retour de vacances à tous. Surprise, Miscrom n'est plus que des petits dessins. Je me suis acheté une caméra pendant le temps des fêtes puis je me suis dit qu'il serait le temps de faire des présentations en bonne et due forme. Enchantée, moi c'est Mélina, je suis la dessinatrice et l'écrivaine derrière les épisodes de Miscrom. Vous dites sûrement, si t'es la dessinatrice et l'écrivaine, pourquoi est-ce que tu fais pas le vocal toi-même? Vous l'aurez entendu, j'ai un peu une voix de merde. Plus scientifiquement, je souffre de dysphonie spasmodique. C'est une affection du larynx où les muscles des cordes vocales se retrouvent tendus. Et du coup, ça donne une voix un peu étouffée. Donc quand je discute, j'ai un peu l'impression qu'on m'étrangle constamment. C'est pour cette raison et plein d'autres que Julie fait la partie vocale. Julie! Allô? Heureusement, la dysphonie spasmodique se traite avec une injection de Botox. Plus connu dans l'industrie cosmétique, le Botox sert à détendre les muscles. C'est aussi pour cette raison qu'on l'utilise pour contrer nos rides. Mais le Botox, c'est pas si inoffensif. Le Botox, ou la toxine botulininique, est en fait la toxine bactérienne la plus mortelle au monde. Une dose de 1 mg peut tuer jusqu'à 20 millions de souris. 20 millions. 20 millions? Pas une, pas 10. 20 millions? It's over 9,000! Ouais, puis on va m'injecter ça. Le Botox est le nom commercial pour la toxine botulinique. En fait, elle provient de Clostridium botulinum, une bactérie à gram positif. Si tu ne sais pas ce qu'est une bactérie à gram positif, tu peux toujours aller voir les vidéos sur les bactéries. Elle se retrouve de façon naturelle dans la terre et les sédiments trouvés au fond des lacs, là où elle est à l'abri de l'oxygène. Et ouais, c'est une bactérie anaérobique, ce qui veut dire qu'elle est intolérante à l'oxygène. Elle est du genre Clostridium qui contient une panoplie d'espèces connues comme Clostridium difficile, une bactérie qui cause des colites pseudomembraneuses, Clostridium tetani qui cause le tétanos et Clostridium perfringens qui cause la gangrène gazeuse. Clostridium botulinum a été isolé et identifié pour la première fois en 1895 par Emil van Ermengen. Il l'a d'abord nommé Bacillus botulinus, inspiré du mot latin pour les saucisses, le botulus. Ce choix de nom s'explique par les nombreux empoisonnements alimentaires qui étaient liés à la saucisse dans les années 1800. Ce n'est que plus tard, lorsque Ida A. Bengtson remarqua que les bactéries étaient anaérobiques et qu'ils échangèrent le nom à Clostridium botulinum. Depuis, cette bactérie a été classée en 4 catégories phénotypiques, c'est-à-dire divisée en 4 groupes selon les traits observables. S'ajoutent à ce classement 7 sérotypes basés sur la toxine produite. Il faut préciser qu'il s'agit toujours de la même toxine botulinique, mais qu'elle peut être parfois différente d'un Clostridium botulinum à l'autre. C'est comme comparer deux produits de deux compagnies différentes. Les usines qui les produisent peuvent différer un peu, ainsi que les matériaux primaires, ce qui donne un produit final différent d'une compagnie à l'autre. Ce sont les groupes 1 et 2 et les sérotypes A, B, E et F qui sont pathogènes pour l'être humain. Clostridium botulinum cause une maladie qui se nomme le botulisme, qui cause une variété de symptômes selon le mode d'infection et d'intoxication. Le premier type d'intoxination est par l'ingestion d'aliments contenant des toxines préformées. La plupart des cas répertoriés sont souvent associés à un mauvais processus de cannage. C'est pour cette raison qu'il est important de faire attention à nos cannes bombées. Plusieurs des symptômes reliés à des cas d'intoxination ressemblent à des symptômes typiques comme la nausée, des vomissements, la diarrhée. Il y a aussi des répercussions neurologiques comme des troubles de la vision, de la difficulté à respirer, il y a de la faiblesse musculaire et autres. C'est surtout le « et autres » qui fait peur. Le deuxième type de botulisme est lié à une blessure qui s'infecte. La plupart des cas répertoriés sont souvent dus à l'injection de drogue, comme de l'héroïne. Dans ce cas-là, les symptômes sont simplement neurologiques. Donc la difficulté à parler, la difficulté à avaler. On va avoir aussi des paupières lourdes, une vision trouble et éventuellement de la paralysie. Le troisième type d'infection est souvent par inhalation. Mais c'est plutôt rare car c'est souvent lié à une arme biologique. Dans ce cas-là, les symptômes sont très similaires au premier type d'infection. Le dernier type est le botulisme infantile et est souvent relié à la consommation de miel.
Même si le mode d'infection est le même que le premier type, il s'agit d'une intoxication alimentaire et non une intoxination, parce que ce sont des bactéries complètes qu'on ingère et non des toxines préformées. Les bactéries ingérées vont alors faire des toxines dans l'intestin du bébé. C'est vraiment dangereux pour les enfants de moins de 6 mois parce que leur flore intestinale et leur système immunitaire est sous-développé. Les parents peuvent alors remarquer des symptômes comme l'irritabilité, des pleurs qui sont plus faibles, des mouvements plus lâches, la constipation et de la paralysie. Alors, si Clostridium botulinum est si dangereux, pourquoi on l'utilise en médecine et en cosmétique? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de la toxine, en plus de savoir comment notre système nerveux fait contracter nos muscles. En bref, si vous voulez montrer vos beaux biceps à vos amis, vous allez d'abord commencer par y réfléchir. Une intuition vous en dissuadera peut-être, mais ce processus est plutôt lié à votre cerveau. Plusieurs neurones s'activent et les signaux font quelques trajets dans le cerveau avant que le potentiel se rende aux neurones moteurs, soit la cellule nerveuse qui est connectée à un muscle qui en commande la contraction. Au bout de cette cellule, il y a un petit renflement nommé le corpuscule. En bref, l'onde de choc lui fait sécréter de l'acétylcholine. Cette molécule se lie alors à la membrane de la fibre musculaire qui crée un stimulus appelé le potentiel d'action, ce qui résulte en la sécrétion d'ions de calcium. Le muscle est fibreux. D'ailleurs, il ressemble un peu à cela en microscopie. Il est composé d'une panoplie d'éléments, dont des myofilaments épais composés de myosine et des myofilaments minces composés d'actine. En gros, avec l'afflux de calcium, il y a un changement de conformation qui fait en sorte qu'un petit bras, ou plutôt une petite tête appelée la tête de myosine, s'accroche au myofilament mince et le tire. Ce geste peut paraître anodin, mais toutes ces petites têtes qui tirent sur ce filament causent une contraction musculaire. La toxine botulinique, qu'elle soit entrée par digestion ou via une blessure, finit éventuellement dans la circulation sanguine, puis dans le système nerveux. Là, elle empêche le relâchement de l'acétylcholine, la protéine qui cause l'influx de calcium. La toxine fait cela en coupant une protéine nommée VAMP, qui se retrouve à la surface des vésicules de sécrétion, et deux protéines se trouvant sur la membrane à l'intérieur de la cellule, la syntaxine et la SNAP25. Ces vésicules, dans le corpuscule du nerf, doivent se lier à l'intérieur de la membrane du neurone pour libérer leur cargo. Pour ce faire, VAMP doit se lier à la syntaxine et à SNAP25, ce qui force les vésicules à se rapprocher de la membrane pour fusionner et libérer l'acétylcholine. Du coup, il n'y a plus d'acétylcholine, il n'y a plus de contraction musculaire, ce qui mène à une paralysie flasque. Éventuellement, les muscles sont si lâches que la victime meurt d'asphyxie car son diaphragme ne peut plus bouger. Cette toxine, heureusement, se dégrade à 100 degrés Celsius, mais c'est sa résistance aux enzymes intestinales qui en fait une arme de virulence. En plus de sa capacité à sporuler. Et c'est justement pendant ce processus de sporulation que la bactérie va former sa toxine. Là, quand on parle de spore, on parle pas de spore de champignon, mais plutôt une forme de bactérie qui est extrêmement résistante aux intempéries que la bactérie adopte lorsqu'elle est mise en situation extrême. Cette capacité qui permet à la bactérie de pouvoir survivre pendant plusieurs années. Même qui peuvent survivre pendant des millions d'années. Ils ont même retrouvé des bactéries à l'intérieur d'une abeille fossilisée qui datait de 250 millions d'années. La sporulation, c'est un processus que la bactérie active lorsqu'elle est sous un stress intense. Bon, ici, je parle pas de j'ai un examen demain, je parle plutôt de température très variante et extrême et surtout un manque de nutriments. La sporulation commence par la réplication du matériel génétique. Le duplicat, appelé le cœur, bouge à un endroit spécifique de la bactérie. C'est pour cette raison qu'il existe plusieurs types de spores, comme des spores latérales, terminales ou centrales. Pour Clostridium botulinum, il s'agit d'une spore terminale. Ce cœur contient des protéines qui le stabilisent et le protègent contre la chaleur. À partir de ce moment, il y a formation d'un septum qui le sépare du reste du centre de la cellule. Puis, le septum se referme pour former une membrane autour du matériel génétique. Cette membrane sécrète du peptidoglycane, un composé à base de sucre et d'acides aminés qui forme alors le cortex. Ce cortex protège l'ADN des changements de pression osmotique qui pourraient l'assécher. Le reste de la bactérie peut se dégrader
et la spore attendra des conditions propices pour germer. Heureusement, même si elle est ultra dangereuse, les scientifiques ont réussi à dompter cette bactérie pour pouvoir l'utiliser en cosmétique et en médecine. Sa capacité à détendre les muscles peut être utilisée pour, par exemple, mon cas. Mais c'est une injection faite par des professionnels qui ont l'habitude de faire cette procédure. Donc, en résumé, Clostridium botulinum est une bactérie à Gram positif qui se retrouve de façon normale dans le sol. Elle est intolérante à l'oxygène et a la capacité de sporuler. Durant ce processus, elle peut produire la toxine botulinique qui, elle, qu'elle soit ingérée, inhalée ou qu'elle infecte une blessure, se retrouve éventuellement dans le système nerveux. C'est à ce moment qu'elle bloque le relâchement d'acétylcholine au niveau des muscles, ce qui cause une paralysie flasque où les muscles ne peuvent plus se contracter. Les malades, s'ils ne sont pas traités, meurent éventuellement d'asphyxie car le diaphragme ne bouge plus. On a dépensé les 1000 j'aime sur Facebook. Petite danse de célébration, go! Du coup, ça peut être facile d'avoir, disons, 200 abonnés sur YouTube. Puis si on arrive à 200 abonnés sur YouTube, on va faire une session de questions-réponses. Des questions que vous nous posez, qu'on analyse. Et on vous répond. C'est ça. Puis on va vous répondre dans le laboratoire avec peut-être d'autres gens du labo, que sais-je. Alors c'est ce qui conclut cet épisode. J'espère que le nouveau format vous plaît. Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous aimeriez qu'on vous parle d'un virus, une bactérie, un sujet spécial, vous pouvez toujours commenter et nous écrire. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster en dessous. Et si vous aimez, vous pouvez vous abonner. Good job! Ok, regarde le tenir. Pour ça qu'il est important de regarder si la canette est bombée ou plate. Je suis désolée d'avoir abusé de tes... C'est quand même Il y a plus pas de Le caméra ton corps. Je sais pas. C'était tout pour du pièce.